bonjour mesdames et messieurs, et comme j'aime à dire des fois, bonjour les sapiens et les sapiennes. Alors, c'est vrai que paléanthropologue, paléo-ancien, anthropos, l'homme, logos, la connaissance, donc les sciences, qu'est-ce que je viens faire dans ces histoires du futur, puisque je suis censé m'occuper évidemment du grand passé. D'emblée, il y a deux choses dans les théories de l'évolution. Il y a évidemment ce que vous connaissez le mieux, même si vous n'êtes pas passionné par cette histoire, c'est le grand passé. Donc Lucie, Néandertal, etc. Et dans le coin, il y avait, pas Lucie, mais des Néandertaliens, et pas loin à Totavel, du côté de Perpignan, il y avait des Homo erectus. Donc ça, c'est absolument fascinant, c'est comment s'est fait notre évolution. Puis il y a l'autre aspect, c'est celui qui va nous intéresser, c'est comment se fait l'évolution. Comment, face à un avenir qui n'est pas du tout défini, et je vais vous dire une chose d'emblée, l'avenir n'a jamais été défini. Il est en train de se faire. Donc les prospectivistes, vous pouvez les écouter, c'est sympa, mais comme on parle du travail, moi je me souviens de M. Jeremy Rifkin en 1997, repris par Mme Dominique Méda en France, qui disait c'est la fin du travail. On n'a jamais autant bossé dans le monde. Les hommes, les femmes, et vous connaissez les tensions sur l'emploi partout dans le monde aujourd'hui. Donc, pour quelles raisons des prospectivistes et des gens qui ont un bel esprit, comme Jeremy Rifkin, se plantent de manière aussi magistrale lorsqu'il s'agit d'envisager l'avenir, même à très court terme? Parce que, en fait, ils évaluent le monde qui va venir à partir des critères du monde que nous allons quitter. Et à partir de là, ça ne fonctionne plus. Plus du tout. De fait, comment, c'est un peu décourageant, se dire si on ne peut pas écouter ni les politiques, ni les prospectivistes, etc. pour l'avenir, on subit. Non. Il y a un mec absolument génial qui s'appelait Charles Darwin et qui a compris une chose absolument fabuleuse, qui est la clé de tout. Face à un avenir qui adviendra mais qu'on ne connaît pas, la meilleure réponse possible tient dans les diversités. Et Raphaël, j'étais très content de voir ce film où d'emblée il y a des diversités. Hommes-femmes, mais aussi des hommes et des femmes dans différents métiers, plus techniques ou plus intellectuels. Et bien ça peut vous sembler parfaitement habituel pour vous les jeunes, mais il y a 10 ans, ça n'existait pas. Regardez encore, vous allez sur Internet, vous tapez nouvelle technologie, vous avez toujours un mec de 40 ans, costard, cravate, avec un ordinateur. Vous n'avez pas de femme, ou c'est très rare. Ça, ce sont des archaïsmes anthropologiques, et malheureusement, ma discipline y a participé. Donc déjà, d'emblée, vous voyez, le cœur du propos, c'est celui-là, et c'est ce que vous allez faire tout à l'heure dans vos ateliers et dans les 6 mois qui vous attendent, c'est que la condition première pour être à peu près certain ou garant d'être partie prenante d'un monde qui va changer, c'est de jouer sur les diversités. Alors, une fois qu'on a dit les diversités, c'est bien, mais il faut que les diversités se rencontrent. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'organisation. Si vous avez une entreprise assez grande taille dans laquelle vous mettez des hommes et des femmes parce que vous répondez à des injonctions réglementaires ou morales parce qu'il faut la diversité parce que j'en veux, sans réfléchir à quoi peuvent servir cette diversité, vous n'aurez pas d'amende, vous n'aurez pas les médias qui vous tombent dessus, mais vous ne serez pas capable de mettre en œuvre ce qui peut ressortir des diversités. Quand on change les moyens de production, très clairement, ça change toute la société. Et ça change les nouvelles formes de travail, ça en perturbe d'autres. Eh bien, cette révolution, on ne l'a pas fait avec la révolution numérique. Pas encore. Et c'est ça qui est en train de venir. On n'a pas encore entamé la révolution numérique. Et c'est bien ça que nous vivons aujourd'hui sur le travail de demain. Parce que les nouvelles formes de travail sont déjà là. Et évidemment, comment les inventer, les mettre en œuvre? Parce que jusqu'à présent, elles étaient relativement marginales. Comment vont-elles devenir dans le monde qui vient? Attention aussi, comme tu l'as dit Raphaël, c'est plus sympa d'être youtubeur que d'être en usine. L'usine d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Vous savez que maintenant on parle d'usine noire. Vous connaissez le concept? C'est des usines dans lesquelles il n'y a que des robots et de l'intelligence artificielle. L'ouvrier est devenu une catégorie paléanthropologique rare. De plus en plus. Mais pourquoi je vous dis qu'on n'est pas sorti de la révolution industrielle? Parce qu'on a exapté. Exapté, c'est un terme qu'on a dans notre domaine. Au passage, petite référence amicale à mes collègues de l'Université de Montpellier, qui est une des meilleures de France, si ce n'est au monde, autour des théories de l'évolution. Donc là, vous êtes bien placés.
Mais je reviens à ce que je voulais vous dire, c'est qu'en l'occurrence, donc, le terme d'exaptation, ça veut dire c'est transposer une adaptation d'un domaine dans un autre. Et quand je me suis permis de parler un petit peu de ma jeunesse, c'était pourquoi? Parce que j'ai connu évidemment, sans avoir la conscience aujourd'hui bien sûr, cette transformation vers les économies de services desquelles vous êtes issus, avec le travail de bureau. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, au lieu de mettre des machines à vapeur dans l'usine, on a mis des bureaux avec des ordinateurs plus tard, où les gens allaient au boulot. On n'a pas réfléchi à une nouvelle organisation du travail en fonction des nouvelles tâches et des nouveaux métiers du tertiaire. Or, l'idée de travailler à distance, elle n'est pas récente, ça arrive dans les années 70, avec le téléphone. Ça va arriver avec le Minitel. Alors évidemment, il y avait des problématiques techniques, etc., mais les problématiques étaient moins techniques qu'une certaine forme de conservatisme et de confort, qui était de se dire on a toujours fait comme ça. Alors les exaptations, c'est formidable, on va le voir, c'est une source d'innovation extraordinaire entre différents secteurs, mais c'est aussi une source d'archaïsme qu'on interroge très peu. Aujourd'hui, la question, ce n'est pas le travail et l'emploi qui sont importantes, c'est les tâches. Quelles sont les tâches qui, comme tu l'as suggéré tout à l'heure, qui sont dédiées aux machines, les tâches qui sont dédiées aux humains et les tâches hybrides hommes-machines? C'est ça qui est en train d'arriver. Et là aussi, je suis extraordinairement agacé en tant que paléanthropologue lorsque j'entends cette théorie du remplacement. Les machines vont nous remplacer. Et depuis 2 millions d'années, je ne connais pas une révolution technologique, ce qu'on appelle General Purpose Technology, qui a créé moins d'activités qu'elle en a détruites. C'est jamais arrivé. Quand les premiers hommes et femmes, alors évidemment, qui a inventé les technologies, c'est toujours un mec. Hein. En fait, on n'en sert rien. J'insiste là-dessus parce qu'un des vrais enjeux de l'avenir aujourd'hui, c'est les femmes dans les technologies. Et tant qu'on trimballera ces archaïsmes qui sont véhiculés par les médias hautes, on va avoir du mal dans le monde qui vient. La chose étant, c'est quand même hallucinant, et là, c'est ma société, ma discipline qui est en cause, de voir que dès que vous regardez une image de la préhistoire, c'est toujours un homme qui a inventé le feu, qui taille les outils, etc., etc. On n'en sait strictement rien. C'est l'idéologie de la domination masculine à travers les technologies, qui aujourd'hui est un problème majeur avec les nouvelles technologies, notamment du numérique. Et pourtant, on ne manque pas de femmes de talent partout dans le monde, c'est moins qu'on puisse dire. Il ne faut pas croire que, parce que nous connaissons au niveau mondial des évolutions technologiques absolument considérables, on n'en est qu'au début, hein, avec le numérique, qu'il va falloir faire abstraction de l'anthropologie. Les transformations numériques ne sont pas appréhendées de la même manière en Chine, en Inde, en Afrique, et pour l'Europe, en France, en Angleterre et le nord de l'Europe, ou même les États-Unis. Cliché. Si je vous balance la question comme ça, quels sont les pays où il y avait, avant la crise de la Covid, le plus de travail à distance? L'idée qui nous vient immédiatement, c'est de se dire, eh ben, on pense aux économies les plus avancées. Par exemple, l'Allemagne, ou l'Amérique du Nord, ou l'Angleterre, qui a une économie qui est très numérisée parce qu'effectivement, c'est une économie qui est très basée sur les data et le conseil, donc avec la banque, l'assurance et le conseil. Eh bien, que nenni! Les pays qui sont les plus engagés dans le travail, les formes de travail à distance, ça a été longtemps la France, avec les pays du nord de l'Europe. Mais la France a un peu décroché, mais encore du bon côté, 5 ans plus tard. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les formes de travail à distance sont surtout plus avancées dans les pays du nord de l'Europe, c'est-à-dire à partir du Benelux, la Hollande et la Scandinavie. Et ce n'est pas corrélé au profil de leur économie, c'est lié en fait que dans ces pays-là, il y a plus d'égalité entre les tâches hommes-femmes. Maintenant, derrière cela, il faut être extrêmement attentif sur également les profils sociologiques des personnes, hommes et femmes, qui sont plus évidemment susceptibles d'être dans des formes de travail à distance. Ben, c'est des gens comme vous et comme moi. C'est-à-dire des gens diplômés, des gens qui ont été étudiants, qui ont l'habitude de travailler en parallèle, de faire plusieurs tâches, qui sont capables d'être indépendants, de gérer relativement bien leur emploi du temps et qui sont habitués à ces processus de fusion-fission. Maintenant, en fait, c'est 52% des métiers, ceux évidemment qui ont été mis sous pression, comme vous vous en souvenez, pendant la crise de la Covid, c'est-à-dire les métiers dits de première et de seconde ligne,
qui là pose énormément de difficultés. Et Raphaël l'a rappelé, elle a dit comment et où. Où? Ben, le problème, c'est que pour nous tous, dans la plupart des cas, nous avons de la mobilité, nous pouvons nous connecter, nous sommes à l'aise avec ces outils, nous parlons tous plus ou moins bien anglais, donc ça va dans ce monde-là. On est capable de gérer tout cela. Mais en ce qui concerne les personnes de métiers de première et seconde ligne, non seulement en moyenne, elles sont moins diplômées, on a plus de personnes issues de l'immigration, et en moyenne, plus de femmes. Et là, de fait, ces personnes sont en plus obligées de se déplacer. Mais comme elles ont des rémunérations moyennes moins importantes, elles vivent en dehors de la cité, alors qu'elles travaillent tellement utiles dans la cité. Et donc, de fait, elles prennent les transports en commun. Et comme elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas des voitures électriques. Là, on est sur le domaine du politique et de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une corrélation directe entre la capacité d'avoir des égalités ou équités hommes-femmes et aussi des diversités et la santé d'une économie. Et donc derrière cela, la discrimination a un coût exorbitant. Ça a été évalué. On estime que le coût que de la discrimination homme-femme dans le monde, c'est une perte potentielle de PIB mondial de 12 millions de milliards de dollars. Je répète, 12 millions de milliards de dollars. Alors pourquoi on ne se posait pas la question avec des chiffres aussi astronomiques il y a 20 ans? Parce qu'à 20 ans, on n'était pas dans une économie de l'innovation et darwinienne. On était dans une économie issue de la révolution industrielle dans laquelle, effectivement, on améliorait ce qui existait déjà, les grandes filières, pour les infrastructures, pour la médecine, pour la recherche, pour les industries, etc. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, merde, le coût du travail est important, on va exporter notre coût du travail dans les pays dits émergents à l'époque. Et ça, c'est comme l'esclavagisme. Adam Smith l'avait compris. Si dans une société vous exploitez un autre groupe humain, vous n'innovez plus. Il y a deux types d'innovation. Et je terminerai par là. Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, immense personnage, qui, il y a plus de 2 siècles, avait conçu cette idée absolument géniale, l'environnement change, et nous, les espèces, trouvent les moyens d'y répondre. Ce que j'appelle l'innovation active. Donc là, vous voyez, vous avez ou une pression de l'environnement, ou une injonction du marché, ou un projet. Donc vous avez des facteurs extérieurs qui vous amènent à réagir. Et là, effectivement, vous mobilisez votre créativité, les collaborations, les diversités, pour répondre à ce projet, aux enjeux de marché, ou évidemment aux pressions de la société et de ses demandes. Et ça, il n'y a que nous les humains qui pouvons le faire. Ça, on est très fort, on sait pas mal le faire. Par contre, où on est un peu moins fort, notamment en France, mais on a vraiment les possibilités, je peux vous le dire, c'est peut-être ce que je pense, en tout cas la philosophie de ce que vous allez faire aujourd'hui et après, c'est en définitive l'idée de se dire, c'est comme nos gènes. Nos gènes mutent, où la sexualité recombine tout ça, je ne parle pas de l'épigénétique, sans se préoccuper de ce dont à quoi ça peut servir. Et en fait, c'est ça le génie de l'adaptabilité dans les mondes darwiniens. C'est produire de la diversité sans forcément se préoccuper de ce dont à quoi ça peut servir. Et si des circonstances inattendues, on appelle les contingences, viennent à intervenir, eh bien, il se trouve que dans ce trésor de diversité, il y aura d'emblée certainement des réponses potentielles en termes de sérendipité ou d'exaptation qui vont servir le projet que je voulais mettre en place. Et c'est ça la philosophie de l'innovation. Et là, c'est absolument fascinant, on a un exemple merveilleux. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que le monde qui vient, il n'est pas fait. On m'attribue la paternité de ce concept, ça s'appelle l'espace digital darwinien. Le monde dans lequel on est, il n'est pas défini, il est ouvert à toutes les possibilités. Et ce monde, en définitive, c'est celui dans lequel où les premiers ou les premières qui mettent en place un projet et que ce projet rencontre une faisabilité qui va transformer l'écologie économique autour à travers des contacts, etc. C'est ça, c'est la philosophie donc, de demain. Quel sera le travail de demain? Je n'en sais rien, mais il est très clair qu'en effet, tout ceci va transformer le travail, nos façons de collaborer et autres, et notre réflexion autour de ces changements absolument considérables. La seule chose dont je suis certain, c'est qu'il y aura toujours du travail. Comment? Ça, c'est à vous de le faire. Merci.